Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. Israël a-t-il raison de se défendre ainsi? La violence engendre toujours la violence, rappelait Benoît XVI au cours de son audience mercredi. On ne règle pas un problème politique en prenant en otage tout un peuple, affirmé des associations comme le Secours catholique et le CCFD. Condamnation ferme également du côté du Conseil mondial des églises, on le voit. Les réactions ont été nombreuses depuis lundi, y compris dans les milieux chrétiens. Depuis la prise d'assaut par des commandos de marine israéliens et d'une flottille humanitaire qui tentait de forcer le blocus de Gaza. Au-delà du tragique bilan de cet épisode, on peut s'interroger sur les conséquences sanglantes de cette histoire. À quoi sert aujourd'hui le blocus de Gaza? La menace terroriste sur Israël existe-t-elle? Persiste-t-elle réellement? Et comment le processus de paix peut-il se dégeler au milieu d'un tel blocage? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Antoine Namoudo. Bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef à l'hebdomadaire Pèlerin. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour Dominique. Et vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Alors, comme d'habitude, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue, celui d'un expert que vous connaissez, j'imagine. Il s'agit d'Antoine Sfer, qui dirige les Cahiers de l'Orient. Il préside également le Centre d'études et de recherche sur le Proche-Orient et l'enseigne au CELSA. C'est Gaël Le Garec qui est allé le rencontrer. Je vous propose de regarder ces images. Le droit sans la force est toujours impuissant. Et la force sans le droit, c'est toujours injuste. Nous n'avons pas de réponse à des questions essentielles. Est-ce que c'est une décision politique donnée par le gouvernement et les militaires ont obéi? Est-ce que c'est une décision strictement militaire couverte par le politique aujourd'hui? Est-ce que c'est la décision d'un homme uniquement au sein des forces militaires? Tout ça, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, les résultats sont les mêmes. Il y a des conséquences géopolitiques. La plus grande conséquence, c'est qu'Israël essaie depuis 60 ans d'avoir des alliés dans la région, notamment des alliés du second cercle. Avec l'Iran du Shah, ça a marché, puis ça a pu marcher au moment de la révolution islamique. Ça a repris en 1996 avec la Turquie. Et puis là, la relation avec la Turquie est fortement ébranlée. Donc Israël se retrouve encore plus isolé qu'il ne l'était, non pas dans son environnement immédiat, mais même dans son environnement régional. Et en même temps, il est certain qu'aujourd'hui, c'est un cadeau formidable aux islamistes, du Hamas. Et depuis 3 ans, c'est depuis 2009 la guerre sur Gaza. C'est une situation, j'allais dire, inadmissible, qui n'est pas sans rappeler l'occupation et l'apartheid à la fois. Occupation certaine, apartheid oui, puisque on a fait de Gaza ce que Gaza était déjà, c'est-à-dire une prison à Israël à ciel ouvert. Il est certain que c'est une manière aussi d'avoir l'autre à l'usure. Aujourd'hui, le destin d'un Razaoui est un destin fermé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais c'est un problème intra-palestinien aussi, entre Hamas et l'autorité palestinienne. Comme aujourd'hui, le gouvernement israélien a un problème intra-israélien, entre les extrêmes et ceux qui ne le sont pas. Mais c'est certain aujourd'hui que la position même de M. Netanyahu est fortement ébranlée. Antoine Namoudo, alors peut-être une première réaction à ce que vient de dire Antoine Sfer, de votre point de vue? Peut-être une précision déjà sur ce qu'il dit. Il dit on ne sait pas bien les conditions dans lesquelles s'est menée cette opération des forces israéliennes. On commence malgré tout à le savoir et les choses s'éclaircissent peu à peu. Alors, la question sera de savoir s'il y aura une enquête internationale. Pour l'instant, il semblerait que la résolution de l'ONU, c'est de la confier, cette enquête, à Israël, en estimant que toute la clarté peut être faite là-dessus. Mais on sait quand même que la décision a été prise par un cabinet restreint. C'est une décision politique. Et on note tout de suite aussi, après un premier temps, on a parlé d'une intervention où on évoquait des tirs sans sommation, etc. On voit quand même que les choses sont un tout petit peu plus compliquées, mais on constate d'évidence que c'est une opération de police menée par des militaires et très très mal préparée. Alors, première réaction aussi du côté de Guillaume Goubert. C'est un extraordinaire fiasco pour Israël. Que Israël ait voulu
contrôler, voire empêcher l'accostage de ces bateaux à Gaza, de leur point de vue, on peut le comprendre, mais s'y prendre de cette manière-là, dans les eaux internationales, de nuit, face à des bateaux qui étaient certainement pas animés d'intentions amicales à l'égard des Israéliens, mais qui étaient quand même pas des navires de guerre, c'est vraiment une erreur très très grave, une faute politique majeure. Alors, Antoine Boudot, on sait que la raison essentielle affichée par le gouvernement israélien, c'est de dire on ne veut pas que des armes continuent d'arriver dans Gaza. Donc, depuis le blocus commencé, après à la fois la prise d'otage du soldat israélien, mais aussi après la prise du pouvoir du Hamas dans Gaza. Donc, c'est l'obsession d'Israël de dire il ne faut pas que des armes arrivent à Gaza. Il n'y a plus d'armes à Gaza ? Si, il y a des armes qui continuent de rentrer sous contrebande, mais l'objectif de ce blocus pour Israël, c'est l'affaiblissement du Hamas. Le retrait d'Israël de la bande de Gaza, c'est août 2005. Quelques mois après, le Hamas sort vainqueur d'élections. Et quelques mois après encore, s'engage une guerre fratricide entre les deux grandes composantes. Une guerre civile entre Palestiniens. Une guerre civile entre les deux mouvements politiques, le Fatah, qui avait la légitimité historique, et le Hamas, qui a fait irruption et qui va chasser le Fatah. À partir de ce moment-là, Israël décide d'imposer un blocus à l'ensemble de la population pour affaiblir le Hamas. Et ce blocus, aujourd'hui, était conduit, j'allais dire, de manière coordonnée entre Israël et les Égyptiens. Mais il continuait de rentrer des armes, mais pas des armes... il n'y avait pas des convois. D'ailleurs, le convoi, la flottille de la paix, de la liberté, suivant les appellations, il est avéré aujourd'hui que ce n'était pas un convoi qui transportait des armes. Mais... l'erreur d'Israël, ça a été de mener une opération commando, une opération de police, une opération armée, dans une bataille qui est d'abord une bataille des idées. La flottille a de l'image. Une bataille des idées et de l'image. La flottille a une vocation humanitaire, mais pas simplement. S'il s'agit de soulager la population de Gaza, on pouvait s'y prendre autrement. Guillaume, donc il y a aussi une volonté de ces activistes humanitaires de provoquer. Je reviens à cette histoire de blocus. C'est payant pour Israël ? Non. C'est payant. Il s'agissait notamment de faire cesser les tirs de roquettes sur le sud d'Israël. Cet objectif-là a été atteint, mais il s'agissait aussi d'obtenir la libération du soldat Gilad Shalit. Cet objectif-là n'est toujours pas atteint. Donc, qui est emprisonné, rappelez-nous, depuis 4 ans. Depuis 2006, sauf erreur de ma part. Donc, 2006, oui. Ce qu'on observe historiquement et à travers le monde, c'est que les blocus ne sont pas des armes efficaces. On peut faire un parallèle, par exemple, avec le blocus de Cuba par les autorités américaines. Ça a été une sorte d'assurance vie pour le régime castriste, parce que le régime, comme ça, pouvait dire tous nos malheurs, c'est la faute des États-Unis, c'est pas de notre faute à nous. Aujourd'hui, le Hamas à Gaza est plutôt conforté par le blocus qu'il n'est affaibli par le blocus. Cela dit, il y a un point qu'a évoqué Antoine qui mérite d'être souligné, c'est que il y a une sorte d'alliance objective entre Israël et l'Égypte pour maintenir ce blocus, car l'Égypte n'a aucune envie de voir se développer. Le Hamas est une branche des frères musulmans qui sont assez puissants en Égypte et ils n'ont pas du tout envie de voir s'affirmer cette sensibilité politique-là. Néanmoins, il y a un fait à signaler qui est intéressant, c'est que après cet abordage de la flottille, le président Moubarak a décidé d'assouplir un petit peu la fermeture de la frontière entre Gaza et l'Égypte, ce qui est une autre forme de défaite pour Israël. Alors, venons-en un peu aux réactions dans le monde. Bien sûr, on a assisté à forte émotion, des protestations, des manifestations dans certains pays, notamment bien entendu en Turquie, premier pays victime de cette attaque des marines israéliens. Il n'empêche que beaucoup d'observateurs ont remarqué la certaine tiédeur, la certaine prudence des réactions du côté du Conseil de sécurité, du côté des Américains. Ça veut dire qu'Israël continue de pouvoir faire en quelque sorte ce qu'il veut dans ce qu'il considère comme une zone de guerre au Proche-Orient, Antoine Boudot ? C'est la thèse qui est en train de se développer, c'est celle de l'impunité d'Israël.
dans cette affaire, il y a mort Parce qu'il y a eu d'homme. plein de résolutions, par exemple, du Conseil de sécurité qui n'ont jamais été respectées par Israël. Là, il y a eu une longue délibération du Conseil de sécurité et finalement, les États-Unis d'Obama ont tout de même, au final, décidé qu'il fallait éclaircir la situation et qu'il ne fallait pas rompre. Donc on peut considérer que les États-Unis restent un allié exigeant, un peu plus que les autres administrations, mais qui reste malgré tout... un allié fidèle. Voilà, un allié fidèle. En tout cas, on ne remet pas d'huile sur le feu. Mais cette thèse de l'impunité est en train de se développer. Il y avait une marge de manœuvre évidente pour Israël dans cette affaire-là, et certainement le gouvernement s'est conduit de la pire façon. Mais il me semble malgré tout que mettre tous les torts politiques du côté d'Israël me paraît un peu abusif dans cette affaire. Le blocus imposé à la population, c'est certainement un blocus de non-droit et on peut en discuter des conséquences. Dire ça profite aujourd'hui au Hamas, mais en même temps, qui peut assurer d'un autre scénario qui serait on lève le blocus, où en serait le Hamas aujourd'hui? Est-ce qu'il ne représente pas un danger majeur pour Israël, mais pas simplement pour Israël, pour toute la région? Guillaume? J'entends bien, mais je pense qu'Israël est aujourd'hui dans une situation où il doit prendre des risques pour la paix. Et ces risques, le risque, c'est notamment celui que vient de décrire Antoine, effectivement. Desserrer l'étau sur la population palestinienne, c'est prendre le risque de voir réapparaître un danger terroriste, il n'y a pas de doute. Mais néanmoins, on voit qu'on est dans une telle impasse actuellement. Si Israël veut assurer durablement sa sécurité, il ne peut pas le faire. L'exemple de ces jours-ci le prouve bien. Il ne peut pas compter uniquement sur la force militaire pour assurer sa sécurité à long terme. Cela ne suffira pas. Il faut qu'il y ait également un processus politique. Et ce processus politique, il implique une prise de risque. Alors l'armée israélienne a une tradition extraordinaire de prise de risque. On se souvient du raid d'Entebbe dans les années 70 qui a vraiment marqué les esprits. Mais là, on voit bien que le risque militaire est de moins en moins payant. Parce que quand on prend les événements des dernières années, qu'il s'agisse de la guerre au Liban, qu'il s'agisse de plomb durci, qu'il s'agisse aujourd'hui sur une autre échelle, heureusement, mais de cette affaire de flottille, on voit bien qu'aujourd'hui, chaque fois qu'elle utilise la force, l'armée israélienne se trouve finalement dans une impasse politique. Donc il faut bien essayer autre chose. Alors, Antoine Moi, je suis assez d'accord avec ça. Simplement, il est en train de se développer dans l'opinion publique. Les opinions publiques occidentales, une espèce d'intolérance qu'on comprend très bien. Recours à la violence, injustice faite aux Gazaouis, 1,5 million personnes qui vivent dans 300 km². On dit une prison à ciel ouverte pour résumer la situation de cette population. Et elle commet un certain nombre de ce qu'on peut qualifier d'erreurs politiques pour engager un processus de paix, une colonisation qui s'est poursuivie alors que ce sera certainement une des conditions de la reprise des négociations, etc. Mais si on appelle Israël à la responsabilité, il faudra aussi expliquer à nos opinions publiques pourquoi nos gouvernants ne prennent pas leurs responsabilités dans cette affaire. Sécuriser la bande de Gaza, est-ce qu'on est prêt, la France, l'Europe, les États-Unis, à envoyer des soldats pour sécuriser ce territoire au risque de nouveau d'avoir des morts? C'est un refus européen là-dessus. On souhaite la fin du blocus, mais est-ce qu'on est prêt à mettre les moyens? Pour l'instant, il faudrait que nos politiques aient le courage de dire qu'ils n'ont pas envie d'envoyer des hommes là-bas. Alors, une question aussi complémentaire, Guillaume Goubert, on a quand même le sentiment que face à ce qu'on peut appeler une obsession qui trouve sa légitimité de la part du gouvernement israélien vis-à-vis des risques de retour du terrorisme, qui justifierait cette politique, mais il y a quand même un consensus en Israël vis-à-vis de ce gouvernement. Il y a une coalition qui regroupe du parti travailliste au parti d'extrême droite israélien. Il y a une certaine forme de consensus sur cette politique menée par un gouvernement de droite, Netanyahou. Il y a un consensus assez large. Seulement, je tiens à souligner au passage, parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'éprouve des sentiments
j'allais dire affectueux à l'égard d'Israël, c'est que c'est une société où le dissentiment, la dissidence intellectuelle, politique, etc., a toujours droit de citer, où les opposants peuvent s'exprimer librement dans la presse, dans les médias, par des œuvres d'art, par des, je pense notamment au cinéma israélien, je pense à un certain nombre d'écrivains comme Vassili Grossman, par exemple, et je trouve que c'est assez extraordinaire de penser que ce pays qui est en situation de guerre depuis pratiquement sa naissance reste une vraie démocratie. Et je pense qu'il faut rendre hommage à cet aspect des choses. Mais une des difficultés présentes, très nettement, c'est que visiblement, Israël est aujourd'hui très coupé du reste du monde et n'a pas une conscience claire de la façon dont les choses sont en train d'évoluer. C'est un pays qui, dans l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle, a bénéficié d'une sympathie considérable avec les kibbutz, enfin des choses comme ça, qui est une sorte d'utopie qui a touché beaucoup de monde, bien au-delà du monde juif. Et cette espèce de capital de sympathie qu'a eu Israël, qui a duré très longtemps, est maintenant réduit à peu de choses. Et il y a eu, paraît-il, une étude qui a été faite par des universitaires israéliens récemment, qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire « mais nous ne mesurons pas à quel point l'opinion mondiale, à quel point elle est en train de se retourner contre nous et nous ne pouvons plus bénéficier du même soutien entre guillemets populaire qu'autrefois. » Alors Antoine Amoudos, moi je dirais comme on admet assez facilement que le type d'opération menée par Israël radicalise une partie de l'opinion arabe et palestinienne, une partie de l'émotion que suscite ce type d'opération et la fracture qui se crée entre Israël et le reste de l'opinion mondiale radicalise une partie de l'opinion israélienne. Moi, je dirais il y a un consensus, oui, certainement, autour du gouvernement. On resserre les rangs autour de son armée, on resserre les rangs autour de ce gouvernement, mais moi, je dirais c'est un consensus d'abandon ou de désespérance. Une partie de l'opinion israélienne veut la paix, mais ne croit plus à la paix et s'abandonne à un gouvernement qui est le plus à droite qu'on ait jamais connu en Israël et qui lui dit le monde est contre nous, mais en même temps nous tenons bon et on ne laisse rien passer. Guillaume Gobert, Antoine Amoudos faisait allusion au rôle, la responsabilité éventuelle des Européens, et on sait bien qu'il y a eu des bourbiers en quelque sorte au Liban notamment. Les Américains, apparemment même le nouveau président, enfin en tout cas Barack Obama, a l'air d'être très prudent à s'engager dans ce dossier. Est-ce que c'est parce que ses prédécesseurs se sont la plupart fourvoyés ? Je dirais pas qu'il est... Enfin, si, il est prudent, effectivement, il est prudent. Mais il est en même temps persévérant. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, malgré tout, qu'il a pris le dossier en main, ce qu'on n'avait pas fait son prédécesseur, qu'il a vraiment décidé de travailler et d'avancer petit à petit. Il y a une chose qu'on a peu notée, parce que c'est intervenu juste avant cette affaire de flottille, c'est que les États-Unis ont approuvé, en fin de semaine dernière, une résolution internationale sur la dénucléarisation du Proche-Orient, excusez-moi. Ça veut dire qu'en quelque sorte, les États-Unis ont retiré leur soutien à l'armement nucléaire d'Israël. Et ça a été bien ressenti en Israël comme une sorte d'avertissement. Alors tout ça a à voir avec les négociations en cours avec l'Iran, c'est très compliqué, c'est un jeu où il y a une partie de... Ni Israël ni l'Iran ne font partie de cet ensemble qui tend à vouloir réguler Voilà, exactement, le traité la bombe nucléaire, le traité de non-prolifération. Dans cette région. Donc le fait que les États-Unis manifestent une réticence publiquement une réticence à l'égard de l'armement nucléaire d'Israël, c'était sans précédent. Donc on annonce dans les milieux diplomatiques, comme on dit, que les États-Unis vont essayer de reprendre une initiative dans les mois qui viennent, une initiative importante. Je pense que l'affaire n'est pas jouée. Je pense qu'en tout cas, l'administration, Antoine l'a dit tout à l'heure, je pense que cette administration sera de toute façon beaucoup plus exigeante vis-à-vis d'Israël que la précédente. Donc ça peut faire évoluer un peu la situation. Alors d'un dernier mot, Antoine Amoudos, à vos yeux... Juste un mot sur l'attitude de l'administration Obama. Elle s'y est prise dès le départ de la plus mauvaise manière. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit la condition à la reprise des pourparlers de paix, c'est la fin de la colonisation. En faisant ça, il bloquait totalement le processus. La preuve, c'est qu'Israël a continué la colonisation et les pourparlers sont complètement enlisés aujourd'hui. Il va falloir trouver une exigence qui soit ajustée à la situation et aux réalités locales.
Et sur la fin du blocus de Gaza, il y a certainement des solutions à mettre en place. Mais si on reporte toute la responsabilité sur Israël et qu'on n'entend pas leurs conditions préalables, qui est de sécuriser aussi leur situation, je pense qu'Israël restera sur sa ligne de conduite. D'un dernier mot, Guillaume Goubert, pour ce pronostic que vous pourriez formuler sur cette chance qui pourrait rester pour la paix. D'un côté, les Palestiniens disent tant que la colonisation des Israéliens, des colons juifs se poursuit, il n'y a pas de négociation possible, en quelque sorte, même s'il y a des accommodements aujourd'hui. De l'autre côté, Israël dit tant qu'il y a des risques de terrorisme, on continue le blocus. Ça veut dire que ce blocage de la diplomatie vous laisse pessimiste ou optimiste? Oui, je suis à court terme relativement pessimiste parce que je pense que sur le terrain même, il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui qui soient à même de conduire, de mener des virages politiques importants, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Ni Netanyahou, ni Obama, ni l'Europe? Non, vraiment localement, ni Netanyahou, ni Abbas, pour dire les choses autrement. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui des chefs de file des deux côtés qui soient capables de faire ce qu'on appelle, d'un terme un peu trop simple, la paix des braves. Et au-delà d'Israël, ni Obama, ni l'ONU, ni l'Europe? Moi, je pense que Obama va tirer quand même dans le bon sens. Du point de vue de l'Europe, malheureusement, il y a un problème d'incarnation. Là aussi, on a besoin de politique, en fait. Le problème de ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est que l'affaire a été traitée seulement sur le plan militaire, alors qu'il faudrait faire de la politique. Je vous propose de passer à notre rubrique Contrepoint. Alors, mon petit doigt Antoine Damundo me dit qu'en matière de contrepoint, vous avez probablement une autre histoire à nous raconter qui constitue aussi un événement à Pèlerin. Vous avez bien deviné, Dominique. En fait, mon coup de cœur, ça va être un peu égoïstement pour mon journal Pèlerin qui propose dès aujourd'hui une nouvelle formule. Mais ce n'est pas simplement un coup de cœur égoïste, c'est un coup de cœur que je voudrais faire partager avec le plus large public et celui qui regarde notamment votre émission et KTO. On a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour essayer de proposer une nouvelle formule qui dise à la fois toute la modernité, toute l'actualité de notre magazine pour le proposer au plus large public. C'est à la fois le journal, l'hebdomadaire catholique le plus ancien. On a déjà quelques dizaines d'années puisque notre date de fondation c'est 1873. Mais on a voulu à partir de ce socle dire toute la nécessité, l'urgence, la vivacité de notre projet. Et j'invite vraiment tous les lecteurs à aller le découvrir, ceux qui ne le connaissent pas. On affiche en couverture de ce numéro un sujet sur les valeurs du quotidien qui sont plébiscitées par les Français. La première, c'est la politesse. Alors, je leur dis d'avance merci d'aller découvrir ce nouveau Pèlerin dans les kiosques et de le demander s'ils ne le trouvent pas. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Antoine, dites-nous peut-être un peu plus. Qu'est-ce qui change dans cette formule? Qu'est-ce qui change? D'abord, c'est une maquette qui est complètement changée, on échangeait là-dessus avec Guillaume, beaucoup plus vivace, beaucoup plus gaie, beaucoup plus entraînante, j'allais dire, qui dit plus le projet. Et puis on retrouve aussi des séquences nouvelles, des chroniqueurs nouveaux, Marcel Ruffo, le père Favard, qui accompagnent nos lecteurs dans le projet qu'on a de faire un hebdomadaire catholique, familial, d'information générale, et qui soit ouvert sur toutes les dimensions de la vie de nos lecteurs actuels, qu'on souhaite ardemment garder, et de tous les nouveaux qu'on espère conquérir. Alors, les lecteurs que vous souhaitez garder et d'autres que vous souhaitez conquérir, vous nous rappelez peut-être le tirage et la diffusion de votre journal? Alors aujourd'hui, on a une diffusion qui doit être autour de 230 000 lecteurs, mais un lectorat beaucoup plus large, parce que comme je le disais tout à l'heure, Pèlerin, c'est un journal familial qu'on se passe de main en main, dans la famille, entre amis, et on a un lecteur qui dépasse le million. On espère quand même aller encore au-delà pour dire toute l'actualité et la nécessité de notre journal, de notre projet pour accompagner les gens. Et d'un dernier mot, aller au-delà, donc quel public vous souhaiteriez viser pour élargir ce cercle des fidèles de Pèlerin? On souhaiterait surtout essayer de rajeunir un peu notre lectorat, c'est-à-dire pour ne pas rater la transmission. Voilà, l'important c'est l'avenir, et pour que notre avenir soit assuré, il faut que ce soit un journal intergénérationnel. Donc on souhaiterait qu'au-delà de nos lecteurs qu'ils le fassent aussi découvrir à leurs enfants et leurs enfants à leurs petits-enfants.
Eh bien, je pense qu'on va souhaiter longue vie à cette nouvelle formule de pèlerin. Merci Dominique. En attendant, la Croix qui, elle, continue de bien se porter avec sa nouvelle formule qui date déjà d'un quelques temps, mais Oui, qui on reste travaille toujours déjà sur la suivante. très vivante aussi. J'imagine, on est toujours en train de travailler sur une nouvelle formule. Vous avez également un contrepoint, Oui, juste avant, je veux nous juste parler. dire un mot affectueux au grand frère qui est pour nous pèlerins, parce qu'on appartient à la même famille, Bayard, et sans pèlerins, il n'y aurait pas eu la Croix, et la Croix ne serait plus là aujourd'hui sans le soutien du pèlerin, qui a été vraiment le vaisseau amiral de cette maison depuis l'origine. Et donc, pour nous, la réussite de pèlerin est un enjeu très très important, et nous partageons et nous soutenons dans la mesure du possible tout ce travail qui est fait et qui est vraiment bien engagé. Alors, très rapidement, juste pour saluer la visite de Benoît XVI à Chypre dans les jours qui viennent, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il était impensable qu'un pape se rende en terre orthodoxe, et que c'est en train de devenir quelque chose d'assez fréquent, et donc c'est plutôt réjouissant sur le plan œcuménique. Alors, Benoît XVI à Chypre, c'est ce week-end, et ce sera bien entendu aussi sur KTO. Cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir sur notre site www.ktotv.com, bien sûr, pour réagir. Il nous reste à vous remercier, Antoine, Guillaume, d'avoir participé à cette émission. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.